vais vous faire un petit résumé du bilan de l'année 2024 et de ce début d'année 2025. On va essayer de rattraper peut-être un peu de temps. Bon, elle a présenté cette diapositive qui remet sur la carte tous les centres, et effectivement, il y a un assez bon maillage au niveau national des centres SLA. Il y a la petite Marguerite, oui, voilà, qui indique les centres qui sont également impliqués dans les ERN, qui sont un peu les équivalents européens. Il y a 24 filières ERN, alors qu'on a 23 filières dans le plan maladie rein. On n'oublie pas évidemment les 3 laboratoires de biologie moléculaire, et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler avec ces 3 laboratoires de manière très rapprochée. Il y a 4 réseaux de soins dédiés qui sont totalement impliqués dans la prise en charge et du coup à leur demande, mais c'est évidemment complètement justifié. Ils souhaitaient avoir un atelier. Évidemment, le centre d'Andaille, qui est un centre un SSR et qui je pense, rend service à tous les centres français pour les séjours de qualité qu'ils offrent et puis leur expertise également dans l'évaluation des patients. Plus de 30 laboratoires de recherche. Et puis, c'est un travail, vous l'avez un peu vu et Anne-Sophie l'a illustré, c'est un travail continu avec l'association RSL1. Alors, comment est organisée la filière? On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un comité de gouvernance et du coup, on se réunit en visio, heureusement, de manière très régulière. Il y a un comité scientifique et on a essayé au sein de ces comités qui est en tous les cas une parité entre les représentants cliniciens, mais également l'implication de l'association, des représentants des laboratoires de biologie moléculaire, et puis qu'on est dans le comité de gouvernance un représentant recherche et qu'on est dans le comité scientifique des représentants cliniciens. Il y a une équipe opérationnelle, parce que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire fonctionner une filière sans équipe opérationnelle. Vous connaissez tous Julie Cateau, qui est chef de projet, Colline Opar, qui est chargée de communication et de formation, Aurélie Théomas, qui nous a rejoint et qui est chargée de mission BNDMR et des programmes d'éducation thérapeutique, et puis Andrea Erasso, qui est chargée, je l'ai bien dit, chargée de mission recherche et base de données. Alors j'oublie pas évidemment pour le fonctionnement de la filière, au vu de l'émergence croissante et du désir de tous d'avoir un jour des thérapeutiques efficaces. Donc la recherche thérapeutique est un axe majeur, et du coup il a été décidé de créer un réseau de recherche qui a été labellisé LFCRIN, qui s'appelle Act for ALS, qui est basé à l'ICM à Paris, qui aide à l'investigation et permet des liens entre les cliniciens et les promoteurs, et puis qui accompagne sur toutes les phases de l'étude. C'est le professeur Gaëlle Brunto du Centre SLA de Paris qui est coordinatrice, et puis il y a 2 chefs de projet qui jouent également un rôle fondamental, Alizé Chalençon et Amandine Bordet. Alors les filières de santé, on a remis les 4 axes qui sont pas complètement les mêmes axes qui ont été développés dans le PNMR4, et on va essayer de brosser de manière très rapide ces différents axes.
Donc l'axe 1, c'est l'amélioration de la prise en charge des patients. Donc vous savez qu'il a été décidé depuis début d'année 2023 de réaliser, ou en tous les cas de proposer à tous les patients un diagnostic génétique systématique qui comprend l'étude du gène C9orf72 et puis une étude en NGS d'un panel d'une trentaine de gènes qui peuvent être potentiellement pathogènes. La filière a apporté un soutien financier aux 3 laboratoires de biologie moléculaire pour ces analyses, et en même temps les laboratoires s'engagent dans un souci de qualité de données et d'efficacité pour les centres, de remplir et de saisir les données génétiques sur le SDM génomique, en sachant qu'il peut y avoir des erreurs qu'on voudrait éviter pour l'analyse ultérieure. Alors, comme il a été dit, on a créé un recueil complémentaire qu'on appelle le RC au sein de la BNDMR pour définir les patients surtout en impasse diagnostique plus qu'en errance, et on a défini un certain nombre de critères. Et puis dans le plan France Médecine Génomique, la SLA a été retenue comme indication. Donc on a 3 indications, on ne va pas les décrire, mais tous ceux qui sont impliqués dans les centres les connaissent. À ce jour, au cours de réunions de concertation pluridisciplinaires, il y a 53 dossiers qui ont été soumis dans le PFMG 2025. L'éducation thérapeutique du patient. En 2019 et 2020, il y avait eu un appel d'offres de la DGOS et il y a 5 créations de programmes financés. Et du coup, il y a un travail rétrospectif qui a été fait et on se rend compte qu'il y a 10 programmes identifiés au niveau national, avec un seul programme qui utilise des outils IETP. Et pratiquement tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation thérapeutique nous font part de leurs difficultés de mise en œuvre par manque de temps, par manque de personnel. Et du coup, une des questions que s'est posée la filière, c'est comment faciliter la mise en place de programmes ETP au sein des centres SLA. Et c'est la raison pour laquelle Aurélie Théomas, en dehors de son activité sur la BNDMR, est venue prendre en fin de compte cette responsabilité. Alors il y a eu 2 ateliers qui ont été dédiés à l'éducation thérapeutique dans les 2 dernières années. La majorité qui ressort, c'est qu'il y a un besoin de partage d'outils, voire des séances collectives sur certains sujets, pour optimiser le temps que chacun peut créer à l'ETP. Donc Filsan propose qu'on contractualise avec une plateforme pour accueillir des outils, et on va également contractualiser avec un prestataire pour la mise en forme de ces outils, et Aurélie va être impliquée pour faire fonctionner le système. Mais évidemment, ce système ne peut fonctionner que si les centres sont impliqués. C'est la raison pour laquelle on a adressé à tous les responsables de centre, enfin c'est Aurélie qui l'a fait, un courrier leur demandant dans leur centre et dans l'équipe pluridisciplinaire des centres qui seraient potentiellement impliqués dans ces programmes d'éducation thérapeutique ou qui seraient intéressés de participer. Les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, il y en a un certain nombre qui sont disponibles. Il y en a un qui va être déposé de manière imminente sur le site de la HAS. Et puis, il y a un PNDS qui est actuellement en travail, qui s'appelle le PNDS pré-symptomatique. Et les groupes de travail sont en cours de création. Et il faudra probablement
refaire un gros travail, puisque les choses ont quand même évolué depuis 2015, pour remettre à jour le PNDS SLA, en sachant que tous les PNDS de la filière sont accessibles sur le site de la filière Portail SLA. Et ils sont également disponibles sur le site de la HAS. Bamara, la BNDMR, donc à ce jour, enfin en décembre 2024, il y a 14 668 cas de SLA qui sont répertoriés dans la BNDMR, contre 12 538 en 2023, 6 300 patients vivants et 303 cas de maladie de Kennedy versus 277 en 2023. Dans l'idée de créer un registre errance et impasse diagnostique, on avait défini des critères opérationnels permettant de définir cette errance ou cette impasse, et en fin de compte, on a étendu la possibilité de mieux classer les patients avec 5 degrés de classification différents. Et du coup, lorsqu'on est devant un cas, on va dire, un peu atypique, il y a les réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont là, où les dossiers cliniques peuvent être discutés au niveau national. Donc le RC SLA, il est disponible sur la BNDMR avec le petit onglet SLA. Il y a un gros travail qui a été fait par l'équipe de la filière, avec 19 centres sur 22 qui sont formés et 47 personnes formées. On a fait une enquête d'indicateurs auprès de la BNDMR. À ce jour, il y a 532 recueils complémentaires qui sont renseignés, avec 3 centres qui se dégagent de manière importante, puisqu'il y en a même un qui est à 136 recueils complémentaires. Qu'on fait l'analyse, les items du set de données du bilan initial sont complétés dans 75% des cas. Le score ALS-FRSR est complété dans 68% des cas. Et je pense que l'on peut raisonnablement tous faire un effort pour que cette donnée soit considérée comme une donnée réellement minimale, et le degré de certitude est renseigné dans 64% des cas. Alors on a fait une enquête auprès des utilisateurs, il y a 15 centres qui ont complété, 33% ont débuté mais pas encore en routine, et quand ils remplissent, c'est 47% des ARC, 20% des médecins, 20% le binôme médecin-ARC, 7% médecin IDE et 7% médecin AMA. 47% considèrent que c'est chronophage, 40% jugent utile d'utiliser le RC dans le suivi des patients, et 87% pour identifier l'errance ou l'impasse diagnostique. En tous les cas, l'idée c'est de saisir au moins une fois les données diagnostiques pour tous les nouveaux patients des centres. Alors, l'idée future, c'est est-ce qu'on utilise tous le RC et la BNDMR comme la base nationale unique? En tous les cas, c'est un questionnement qui se pose dans tous les centres. Ce qui est clair, c'est qu'on a quand même un financement pour accompagner. En 2024, on a eu, en plus des 105 000 euros, 120 000 euros supplémentaires. Et en 2025, le financement est reconduit par la DGOS. Alors, vous savez que vous pouvez avoir la diffusion des fiches sources par la filière pour faciliter la saisie des données cliniques par les personnels non médecins qui sont disponibles sur le portail ou qui sont accessibles sur demande avec l'adresse de la filière. Les données génétiques, l'idée c'est vraiment de créer une base de données génétiques, et je pense que si toutes les données du SDMG sont renseignées par les laboratoires, on aura réellement une base de données génétiques. Il est clair que l'on peut également rentrer des patients
qui n'ont pas de signes cliniques et qu'on considère entre guillemets présymptomatiques, mais qui sont plutôt porteurs de variants pathogènes. Et du coup, on peut les colliger également, ce qui permet quand même d'avoir d'abord une qualité, une homogénéité des données, et en plus d'avoir un hébergement qui est stable. Les RCP, donc il y a plusieurs RCP qui sont dites nationales, il y a les RCP PFMG, et à ce jour, il y a eu 4 réunions en 2024, plus de 50 dossiers sont présentés en RCP pour séquençage. Et puis, il y a eu 7 réunions de RCP cliniques et moléculaires avec 88 dossiers présentés pour la prescription de l'ASO tofersen. Et puis, en même temps, il y a des centres qui utilisent le même outil qu'on appelle ROFIM pour organiser des RCP locales. C'est Nice, Lille et Nantes, avec un certain nombre de réunions pour chacun de ces centres, mais c'est disponible pour tous les centres et il faut, je le répète encore une fois, il faut valoriser les RCP locales et normalement une RCP n'est validée que s'il y a un compte-rendu d'une RCP qui soit accessible sur le dossier médical du patient. Alors Anne-Sophie en a parlé, c'est vrai que c'est un vrai projet pilote dans l'objectif d'améliorer les liens entre les centres et la ville, et on sait qu'il y a des trous dans la raquette, il y a des difficultés, il y a des patients qui ne peuvent plus venir au centre du fait de la gravité du handicap fonctionnel. Et du coup, il y a un projet qui a été élaboré par l'association RSLA avec un financement DGOS dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui intéresse les centres SLA de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand avec 4 coordinatrices et on aura 3 présentations DU orales et postères. Il y a une chef de projet qui est Pamela Mazier qui est donc au sein de l'association et puis il y a un cabinet de conseil SEMCA qui permet de colliger les résultats et l'analyse est pas encore finalisée mais on espère que les résultats présentés mais déjà qu'on interroge les centres qui utilisent les coordonnateurs, ça semble positif. Je pense que c'est une expérience qui sera positive. Maintenant, après la décision au niveau national de la généraliser sur les autres centres, c'est un autre débat, mais j'espère que les résultats seront positifs pour être présentés à la DGOS. Dans l'amélioration et c'est juste un mot, je ne vais pas vous donner les résultats puisqu'on va présenter avec Andrea les résultats au cours de l'atelier médecin, les résultats du PUT tofersen. Vous savez que l'EMA avait autorisé la commercialisation sous circonstances exceptionnelles du tofersen, enfin du Qalsody, que le comité de transparence de la HAS a donner un avis défavorable à la commercialisation du Qalsody. Néanmoins, ils n'ont pas complètement fermé la porte et ils offrent la possibilité de réanalyser en novembre 2025 les données sous couvert que le laboratoire redépose un dossier à la HAS. Et dans l'idée, c'est que on ait analysé les données du PUT tofersen, donc en vie réelle. Alors c'est pas un essai randomisé en double aveugle, mais c'est des données en vie réelle. Et la méthodologiste du comité de transparence de la HAS nous a demandé de faire une comparaison de la cohorte tofersen avec une cohorte historique de patients porteurs de la mutation SOD1 et suivis dans les centres. Favoriser la recherche, ça c'est sous l'égide du réseau Act4ALS, donc qui apporte une aide méthodologique importante pour
des études comme FILSLAN NF, ALS GUT ou Secret Gift. Ils permettent d'avoir un soutien méthodologique et logistique. Je pense que le réseau est en train de devenir la porte d'entrée pour tous les essais industriels, mais également académiques. Et vous voyez lister un certain nombre d'études, d'essais thérapeutiques, mais aussi d'études académiques. Et puis, du fait de la labellisation FCRIN, des liens avec ICRIN, mais également des liens avec l'Europe et en particulier du consortium TRICALS, qui est le consortium thérapeutique de l'ENCALS, on essaye d'établir des liens. Les attachés de recherche clinique participent au groupe INARC lors des journées européennes et on essaye de tisser des liens de plus en plus importants pour que le réseau soit réellement identifié au sein de la recherche thérapeutique au niveau européen. Alors dans les appels à projets FILSLAN, il y a 5 projets qui ont été reçus en 2025 avec des projets tous de très grande qualité. Ils ont été notés de manière, ils ont tous eu des notes supérieures à 15 sur 20 par les évaluateurs. On s'est réunis ce matin au comité de gouvernance. Il y a le projet d'Hélène Blasco sur la caractérisation du profil moléculaire plaquettaire dans la SLA pour identifier des biomarqueurs diagnostiques spécifiques. Il y a le projet multicentrique qui fait suite à un projet européen JPND qu'on appelle Primodials dans l'idée de mieux identifier des marqueurs précoces chez des patients porteurs de variants pathogènes et qui est porté par l'équipe de Philippe Corsia, qui était le centre français du projet européen. Et puis, il y a le projet de la recherche de nouveaux biomarqueurs diagnostiques et pronostiques chez les patients atteints de SLA, qui est porté par Florence Esselin à Montpellier. Les bases de données, bon, c'est probablement le nerf de la guerre. Je sais bien que, évidemment, c'est compliqué. Les bases de données sont disparates, sont hétérogènes. Et évidemment, tout le monde a envie que tout soit interopérable. En tous les cas, c'est l'affaire de tous d'essayer de rentrer des données de qualité. Actuellement, il y a un travail qui est fait au niveau européen pour travailler sur un registre entre l'ERN et Bamara et qui est coordonné par Adèle Esther et Gaël Brunto. Et puis, Anne-Sophie vous a parlé des banques d'échantillons biologiques. Il y a le NeuroSeb, vous savez qu'on peut faire des autopsies dans un objectif non pas d'aller rechercher la cause de la mort, mais pour pouvoir collecter des cerveaux et des moelles épinières de patients atteints de SLA. Il y a la base Pulse avec des accès, en tous les cas, pour les chercheurs à la phase biologique. Et puis, on a le projet NR-FG-Calls où il y aura un entrepôt qui seront colligés dans France Cohort, qui est un entrepôt de données. Et là aussi, il y aura la possibilité pour les chercheurs d'utiliser ces données. Voilà les projets FILSLAN. Génial, ce qui est terminé, c'est l'analyse systématique de la prévalence des gènes SOD1 et C9 chez 1000 patients SLA. Il y a le projet FG-Calls qui est en cours et les 7 centres français sont ouverts, donc on attend des inclusions. Il y a le projet NF-SLA qui est terminé avec des analyses en cours et c'est plutôt l'apport du dosage des neurofilaments dans des cas atypiques de maladies de présentation motrice. Est-ce que ça permet de discriminer entre ce qui revient à une maladie du motoneurone ou pas? Et puis
la grande étude French Gut avec 300 patients français et 900 sujets contrôle, et les conventions de financement sont en cours de finalisation. Les JR, c'est les prochaines journées qui se dérouleront le 21 et 22 octobre 2025 à l'ICM à Paris. L'originalité de cette prochaine édition, c'est que ça sera une édition franco-allemande avec une participation active des collègues allemands, et on espère qu'il y aura beaucoup de présentations de jeunes chercheurs allemands. Dans l'information et le développement de la formation, Colline Hopard a un rôle majeur puisque elle crée tout ce qu'on appelle les newsletters, et je peux vous dire c'est quand même du travail. Elles sont mensuelles, ça permet véritablement d'avoir toutes les informations. Et puis il y a le site internet avec des créations d'articles, de pages et de mises à jour. Et puis les réseaux comme LinkedIn, et là vous voyez l'exemple de la participation à l'ENCALS à Turin. Dans la formation, le DU, on est quand même très heureux d'avoir créé ce DU. Là où je suis très heureux, c'est que tous les centres ont participé de manière active dans les enseignements qui sont donnés. Ce DU, il comprend un enseignement socle et un enseignement approfondissement. C'est en 100% distanciel. Il y a des réunions en fin de module pour pouvoir échanger avec les enseignants. Les enseignements sont accessibles pendant 1 mois pour chaque module avec une évaluation en fin de module, et puis il y a un stage, et puis là on va voir justement des présentations courtes mais aussi des présentations de communication affichées. Alors les inscriptions sont prolongées, il est encore temps de s'inscrire, et la bonne nouvelle c'est que la filière va financer une inscription au DU par centre SLA. Donc si vous avez un candidat, vous nous le faites savoir, et c'est la filière qui prendra en charge l'inscription au DU. Les formations, vous savez que toute l'année, il y a des formations qui sont réalisées. On remercie Marjolaine qui a fait des formations sur la VNI et l'aide mécanique à l'atout, et qui ont été très appréciées. Il y a eu la réunion nationale des kinés, il y a eu la réunion nationale des infirmières, et puis des neurologues, et en préparation la journée des ARC et des infirmières de recherche clinique coordonnée par le réseau Act4ALS. Il y a l'association en lien avec les membres des centres SLA ont travaillé sur l'élaboration de modules, et vous voyez qu'il y a 10 modules, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui sont accessibles à la fois pour un parcours patient aidant ou à la fois pour un parcours expert. Et il faudra refaire a posteriori l'analyse de l'utilisation de ces formations e-learning, mais qui sont très intéressantes. Il y a les vidéos retour d'événements, des GNA, des journées de la recherche, du congrès de l'ENCALS en 2024 et 2025, et puis des vidéos conseils aux kinésithérapeutes. Sur les volets européens, on en a reparlé, c'est vrai que c'est les liens avec TRICALS, et puis c'est probablement mieux s'impliquer, ou en tous les cas être plus visible dans TRICALS. Sur les ERN, il y a un travail, comme je l'ai dit, sur les registres, avec l'intégration
d'HCP nationaux dans le RN Euro-NMD, et puis il y a la possibilité de soumettre ce qu'on appelle des CPMS, qui sont des cas complexes qu'on peut présenter et qui sont discutés par des experts au niveau européen. Les guidelines, c'est important d'en établir, et l'European Academy de Neurologie, en lien avec le RN Euro-NMD, a publié des guidelines sur la prise en charge de la SLA. Avec François, on était impliqués comme cliniciens français dans l'élaboration de ces guidelines qui ont été publiés dans l'European Journal of Neurology. Ça, c'est les congrès, le bilan de l'année. Donc, vous voyez qu'il a été assez riche. L'année qui vient est encore peut-être encore plus riche. J'insiste sur le fait que nos collègues allemands organisent une semaine avant nos journées de recherche un congrès qu'on appelle MNDnet, et on est cordialement invités par nos collègues allemands, d'abord pour participer, mais également pour faire une présentation orale. Enfin, la détermination de la ville. Alors pour ceux qui savent, il faut qu'ils disent rien. Pour les autres, enfin, vous allez avoir des indices. Peut-être pour vous aider, je peux vous dire que l'animateur du centre est un fanat de sport et il a un physique un peu chétif. Alors je vais vous présenter quelques photos où vous devez reconnaître la ville où vont se dérouler les futurs JNA en 2026. Je ne sais pas si vous avez trouvé en voyant ça. Moi, je n'avais pas trouvé en voyant ça, j'avais trouvé. Bon, voilà, c'est Émilien et son équipe qui nous recevront à Lyon, et c'est un vrai plaisir d'aller à Lyon. En tous les cas, il faudra déterminer la date et la salle, et il faut le faire assez vite parce que c'est peut-être pas Paris, mais enfin, il faut le faire un an avant. Voilà, bonne journée des JNA, et on va tout de suite passer aux présentations du DU. Je ne sais pas combien il y a de présentations. Merci.